Exclu du mariage de ma sœur, je suis parti en vacances. Quand le mariage a tourné au désastre, toute ma famille a essayé frénétiquement de me joindre. Trop tard, ma chère. Je suis Léonie Moreau, 32 ans, assise près d'une cascade au cœur d'une forêt tropicale costaricaine, mon téléphone délibérément éteint, ma jeune sœur Jade m'avait cruellement désinvité de son mariage extravagant, mais au lieu de me noyer dans le chagrin chez moi, j'avais choisi l'autopréservation à l'autre bout du monde. L'ironie était un murmure amer porté par la brise tropicale, son jour parfait s'effondrait dans le chaos tandis que je trouvais enfin une paix profonde après des années de tourments familiaux inexprimés. Avant de vous raconter comment cela s'est passé, sachez ceci, se choisir soi-même plutôt que des dynamiques familiales toxiques n'est pas égoïste, c'est un acte de courage qui peut tout transformer. Ayant grandi dans la banlieue parisienne, mon enfance avec Jade semblait idyllique de l'extérieur, notre père Simon, un cadre technologique prospère, et notre mère Laure, une ancienne architecte d'intérieur devenue femme au foyer à plein temps, nous ont offert une magnifique maison en région parisienne, des étés près de Paris et toutes les opportunités dont deux filles pouvaient rêver. Jade a 3 ans de moins que moi, et enfant, nous étions inséparables malgré nos tempéraments très différents. J'étais toujours la méthodique, mes instituteurs louaient mon organisation méticuleuse, tandis que d'autres enfants échangeaient des cartes Pokémon. J'indexais mes livres et donnais des cours particuliers d'algèbre à mes camarades de classe. Au lycée, j'étais major de promotion, rédactrice en chef du journal de l'école et la fille fiable qui tenait toujours parole. J'ai planifié mon avenir avec précision, obtenant une bourse pour l'école polytechnique en génie logiciel, diplômé avec mention et décrochant un poste dans une prestigieuse entreprise technologique parisienne. Jade était différente, là où j'étais studieuse et mesurée, elle était une force vibrante et magnétique, elle pouvait se tirer de n'importe quelle situation avec son sourire éblouissant et son rire contagieux. Quand elle a accidentellement inondé la cuisine en essayant de faire un gâteau à 5 étages à 10 ans, elle a somehow ended up with a trip to the ice cream parlor à consolation for her distress. Quand elle a manqué le couvre-feu au lycée, elle inventait des histoires élaborées pour consoler une amie en crise, laissant nos parents la remercier pratiquement pour sa compassion débordante. Léonie, tu pourrais apprendre quelque chose de ta sœur sur la façon de te connecter avec les gens, disait souvent maman, complètement inconsciente de la façon dont ces mots me transperçaient le cœur à l'époque. Tout ne doit pas être si sérieux, chérie. Le schéma a continué pendant l'université, pendant que je travaillais à temps partiel pour compléter ma bourse. Jade a changé de spécialité 3 fois dans l'université privée chère entièrement financée par nos parents. Quand elle a abandonné sa 3e année pour se retrouver, ils ont soutenu son appartement chic au centre-ville pendant qu'elle poursuivait diverses passions artistiques qui n'ont jamais vraiment éclos en carrière. Ma meilleure amie Marine le voyait clairement, nous nous sommes rencontrés lors de notre premier emploi en génie logiciel et sommes rapidement devenus proches. Elle venait d'une famille avec des dynamiques similaires. Tes parents ont créé des ensembles de règles différents pour vous deux, a-t-elle observé un soir alors que je me défoulais sur le fait de sortir Jade d'une énième difficulté financière. Ils attendent de toi que tu sois la responsable, mais ils la récompensent d'être dépendante. Malgré les frustrations bouillonnantes, j'aimais ma sœur. Lorsque sa relation tumultueuse avec son petit ami universitaire Enzo a implosé après qu'elle a découvert son infidélité, c'est moi qui ai pris l'avion pour Marseille pour l'aider à déménager. Lorsqu'elle a perdu son emploi dans une boutique parce qu'elle arrivait perpétuellement en retard, je l'ai aidé à peaufiner son CV et j'ai pratiqué les questions d'entretien avec elle. Quand elle a totalisé son cabriolet vintage et n'avait pas d'assurance tout risque, je lui ai prêté de l'argent pour une nouvelle voiture ou de l'argent qu'elle n'a toujours pas remboursé. Tu es la meilleure sœur du monde, Léonie, s'exclamait-elle en utilisant mon surnom d'enfance que seule elle était autorisée à utiliser. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Et je la croyais, je voulais la croire parce que, malgré tout, ces moments fugaces où Jade montrait une appréciation sincère me faisaient sentir comme la grande sœur aimante que j'avais toujours essayé d'être, mais ces moments sont devenus de plus en plus rares à mesure que nous avancions dans l'âge adulte. Au moment où nous avions toutes deux la trentaine, un schéma frappant s'était solidifié. Jade créait le chaos, la famille se rassemblait autour d'elle, et on attendait de moi que je nettoie discrètement le désordre, ne recevant que peu ou pas de reconnaissance pour ma stabilité inébranlable. Ta sœur ressent juste les choses plus profondément que la plupart des gens, expliquait papa après des épisodes particulièrement dramatiques. Elle est sensible, Léonie, tu as toujours été la forte. Être la forte signifiait que mes propres luttes silencieuses étaient souvent négligées. Lorsque j'ai traversé une rupture dévastatrice avec mon petit ami de 3 ans Nicolas, la sympathie de la famille s'est évaporée en environ une semaine, l'attention retournant rapidement à la dernière crise de Jade. Lorsque j'ai été écarté d'une promotion majeure pour laquelle j'avais travaillé pendant des années, ma profonde déception a été accueillie par des hochements de tête distraits et de rapides changements de sujet. Marine observait tout cela avec une inquiétude grandissante. Tu mérites mieux que d'être l'oublié de la famille, Léonie,
me disait-elle, il profite de ta fiabilité. Je savais qu'elle avait raison, mais les dynamiques familiales profondément ancrées sont d'une difficulté exaspérante à briser. Je continuais à me montrer, à être fiable, à enterrer mes propres sentiments pour maintenir une paix fragile jusqu'au mariage, le mariage qui allait tout briser. Jade a rencontré Alexandre Girard lors d'un gala de lancement technologique auquel nos parents l'avaient pratiquement traîné, espérant la présenter au bon type de personne après sa série de relations instables. Alexandre, 36 ans, était un magnate de la technologie charismatique, PDG d'une firme d'investissement crypto en plein essor, et évoluait dans les cercles sociaux d'élite de la scène technologique parisienne. 8 ans de plus que Jade, il se comportait avec l'autorité aisée de quelqu'un habitué à obtenir ce qu'il voulait. Il est absolument parfait, s'est exclamé Jade lors de notre rendez-vous hebdomadaire, exhibant une bague de fiançailles massive en diamantaille émeraude qui brillait presque dans le café. Nous allons avoir la vie la plus incroyable ensemble. Les fiançailles sont arrivées après seulement 4 mois de relation, ce qui a immédiatement déclenché des sonnettes d'alarme assourdissantes pour moi. Ce n'était pas seulement le calendrier éclair qui me troublait, lors des rares fois où j'avais été près d'Alexandre, j'avais remarqué comment il manipulait et contrôlait subtilement les situations. Il commandait pour Jade au restaurant sans lui demander sa préférence, il vérifiait nonchalamment son téléphone lorsqu'elle recevait des SMS. Il faisait des remarques petites mais cinglantes lorsqu'elle exprimait des opinions divergentes des siennes. « Es-tu sûr que ça ne va pas trop vite ?» j'ai demandé prudemment, essayant d'équilibrer une véritable inquiétude avec un soutien fraternel. « Vous ne vous connaissez pas depuis très longtemps. »« Quand on sait, a-t-elle répondu avec dédain, sa voix teintée d'agacement. « Tout le monde n'a pas besoin de 3 ans de rencontres et d'une liste de pour et de contre comme toi et Nicolas, et regarde comment ça s'est terminé. » La pique a fait mal, mais je l'ai avalé. Ce schéma exaspérant s'était reproduit d'innombrables fois auparavant, mes préoccupations pratiques étaient instantanément rejetées comme de la jalousie ou de l'excès de réflexion. Nos parents étaient fous de joie des fiançailles. Alexandre représentait tout ce qu'ils avaient espéré que Jade trouverait, une sécurité financière immense, un statut social impressionnant et la promesse d'un avenir stable. Ils ont immédiatement commencé à parler du mariage comme s'il s'agissait d'une affaire royale. Les Girard investissent dans une nouvelle entreprise avec le cousin du gouverneur, Chéri, a mentionné maman à plusieurs reprises. Ils passent l'été à Saint-Barthélemy avec des célébrités. Au départ, j'étais incluse dans la planification du mariage par défaut. Jade m'a demandé d'être sa demoiselle d'honneur lors d'un dîner de famille, faisant un grand spectacle de l'instant avec une petite boîte de velours contenant un bracelet personnalisé gravé « Sœur, amie, demoiselle d'honneur. Personne d'autre ne pourrait se tenir à mes côtés le plus grand jour de ma vie, a-t-elle dit, des larmes brillant dans ses yeux qui semblaient, pour une fois, sincèrement émus. Pendant quelques semaines, les choses ont ressemblé à ce qu'elles étaient quand nous étions enfants. Nous passions les week-ends à feuilleter des magazines de mariage, à créer des moodboards numériques et à visiter des lieux à couper le souffle. Cela ressemblait à une véritable reconnexion, et je me suis permis d'espérer que cette expérience partagée pourrait, juste pourrait, guérir certaines des fractures profondes de notre relation. Puis la mère d'Alexandre, Diane Girard, est entrée en scène, une femme redoutable aux références sociales impeccables et à la volonté de faire. Elle a rapidement pris le contrôle total de la planification du mariage. La cérémonie intime dans un vignoble que Jade et moi avions discuté s'est transformée en une affaire opulente de 500 personnes à l'un des lieux les plus exclusifs en région parisienne au bord de l'eau. Les designs de robes simples et élégantes que Jade avait initialement préférés ont été remplacés par une robe de créateur personnalisée avec un prix qui m'a fait pleurer. La famille d'Alexandre a un certain standing à maintenir, a expliqué Jade quand j'ai exprimé ma surprise face à la grandeur croissante. Il ne s'agit pas seulement de nous, il s'agit de 2 familles puissantes qui s'unissent. À mesure que les plans s'emballaient, mon rôle a commencé à rétrécir. Diane a engagé un wedding plané de premier plan qui a rejeté mes suggestions avec de minces sourires condescendants. Jade a commencé à planifier les essayages de robes et les dégustations de gâteaux sans m'en informer jusqu'après qu'ils aient déjà eu lieu. Lorsque j'ai proposé avec enthousiasme d'organiser la bridal shower, on m'a informé que Diane l'avait déjà organisé dans son club nautique exclusif avec une liste d'invités sur laquelle je n'avais aucune influence. Pendant ce temps, je remarquais des signes plus inquiétants dans la relation de Jade. Lors d'un dîner de famille 2 mois avant le mariage, Alexandre a ouvertement critiqué le choix d'apéritif de Jade comme étant calorique, disant « Nous devons nous assurer que tu rentres dans cette robe, chérie ». Au lieu de s'opposer, Jade a simplement repoussé l'assiette avec un rire nerveux, presque imperceptible, lorsqu'elle a mentionné vouloir inviter son ancienne colocataire universitaire, Inès. Alexandre a instantanément rejeté l'idée, affirmant « Elle n'est plus vraiment notre genre de personne, n'est-ce pas ?» Jade n'a plus jamais mentionné Inès. Après avoir été témoin de plusieurs interactions aussi troublantes, j'ai finalement trouvé le courage de parler à ma sœur en privé. Nous avions un rare moment seul pendant une pause dans les préparatifs du mariage.
assise dans ma voiture électrique devant un magasin de fleurs haut de gamme. Jade, je te demande ça parce que je t'aime, j'ai commencé prudemment, mon cœur battant, es-tu sûr que Alexandre te rend heureuse? Parfois, la façon dont il te parle semble un peu contrôlant, j'ai terminé doucement, mon regard inébranlable, je veux juste m'assurer que tu es traité avec respect. Son expression s'est endurcie, un masque de ressentiment froid remplaçant sa chaleur habituelle, juste parce que tu ne peux pas maintenir une relation ne signifie pas que tu devrais essayer de saboter la mine, Alexandre a des standards, et il m'aide à devenir une meilleure personne. Devenir une meilleure personne ne devrait pas signifier que quelqu'un te fait te sentir petite, j'ai rétorqué, essayant désespérément de garder ma voix égale, je m'inquiète pour toi, Jade. Tu t'inquiètes que je vais enfin avoir la vie que tu as toujours cru que tu aurais en premier, a-t-elle claqué, sa voix montant, le mari prospère, la belle maison, la famille parfaite, tu es censée être heureuse pour moi, Léonie, c'est ce que font les sœurs. La conversation s'est arrêtée là, un silence épais et suffocant planant entre nous, je l'ai ramené à son appartement sans un mot de plus sur Alexandre, mais quelque chose avait fondamentalement changé, en essayant de protéger ma sœur, j'avais franchi une ligne invisible, en regardant en arrière, je peux voir que ce moment a été le début de la fin de mon rôle dans son mariage. L'exclusion officielle est arrivée 3 semaines avant la date du mariage, Jade m'avait invité à un brunch dans un restaurant chic au bord de l'eau, et j'étais arrivé m'accrochant à un fragile espoir que nous pourrions réparer la distance grandissante entre nous, au lieu de cela, je l'ai trouvée déjà assise avec Zoé, une amie de sa brève expérience dans la mode, Zoé avait toujours été assez amicale, bien que nous ne soyons pas proches, je savais que quelque chose n'allait pas dès l'instant où je me suis assise, le sourire de Jade n'atteignait pas ses yeux, et elle a commencé à parler avec une qualité étudiée, presque répétée. Léonie, je voulais te parler du mariage, a-t-elle commencé après que le serveur ait pris nos commandes de boissons, les choses sont devenues si compliquées avec la planification et avec les attentes de la famille d'Alexandre. J'ai remarqué, j'ai dit prudemment, y a-t-il quelque chose avec quoi je peux aider? En fait, c'est à propos de ton rôle, a-t-elle continué, remuant son eau avec une paille plutôt que de me regarder dans les yeux, j'ai pensé qu'être demoiselle d'honneur pourrait être trop de pression pour toi, avec ton emploi du temps de travail et tout le reste que tu as. Mon estomac est tombé comme une pierre. J'ai fait de la place pour tout jusqu'à présent, j'ai dit, j'ai réorganisé des réunions avec des clients et travaillé le week-end pour être disponible. Je sais, mais, Jade a jeté un coup d'œil à Zoé qui lui a donné un signe de tête encourageant, Zoé et moi nous sommes tellement reconnectés pendant ce processus, et elle comprend vraiment la vision que j'ai pour le mariage, alors je lui ai demandé de prendre la place de demoiselle d'honneur. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Tu me remplaces comme demoiselle d'honneur, j'ai demandé, ma voix à peine un murmure. Ce n'est pas remplacer, a dit rapidement Jade, ces mots un flot effréné, c'est juste réaligner les rôles pour réduire ton stress. Je ne suis pas stressé d'être ta demoiselle d'honneur, j'ai dit, luttant pour garder ma voix stable, ma poitrine serrée, je suis ta sœur, je veux me tenir à tes côtés. Et well, a-t-elle dit, me regardant enfin dans les yeux avec une expression durcie que je reconnaissais à peine, il y a autre chose. Alexandre pense, et nous pensons tous les deux, que ta négativité à propos de notre relation crée une mauvaise énergie autour du mariage. Ma négativité, j'ai répété, incrédule, un rire amer m'échappant, tu as clairement montré que tu n'approuvais pas Alexandre ni la rapidité avec laquelle nous nous sommes fiancés, tu as remis en question mes décisions à chaque tournant. Alexandre dit que j'ai besoin de m'entourer de personnes qui me soutiennent en ce moment, pas de quelqu'un qui espère secrètement que nous échouions. L'accusation était si loin de la vérité que pendant un instant je n'ai pas pu parler, quand j'ai retrouvé ma voix, elle est sortie comme un murmure brut, je n'ai jamais voulu autre chose que ton bonheur. Ta version de mon bonheur, a-t-elle rétorqué, sa voix tranchante et impitoyable, pas ce qui me rend réellement heureuse. J'ai regardé de Jade à Zoé, qui avait la décence de paraître profondément mal à l'aise, puis de nouveau ma sœur, ma vision brouillée, alors, qu'est-ce que tu dis? Tu ne veux pas de moi comme demoiselle d'honneur, mais je suis toujours demoiselle d'honneur? Jade a pris une profonde respiration tremblante, je pense qu'il serait préférable que tu viennes en tant qu'invité, concentre-toi simplement sur le fait de profiter de la journée sans responsabilité. Le recadrage était stupéfiant dans son audace, être retiré de la fête de mariage n'était pas pour mon bénéfice, c'était une rétrogradation, une déclaration publique sur ma position avec ma sœur. J'ai somehow survivé the rest of brunch dans un brouillard de douleur cuisante et d'incrédulité, je ne me souviens pas de ce que j'ai mangé ni de ce qui a été dit d'autre, quand je suis rentré, j'ai appelé nos parents, certaine qu'ils seraient aussi choqués et indignés que moi par la décision de Jade. Chérie, nous savons que c'est décevant, a dit maman, sa voix teintée d'une étrange nervosité,
quand j'ai expliqué ce qui s'était passé, mais c'est son jour de mariage, chaque marié mérite d'avoir exactement ce qui la met à l'aise. Même si ce qui la met à l'aise, c'est d'humilier sa sœur, j'ai demandé, la douleur brute déchirant ma voix. Personne n'essaie de t'humilier, a interjecté papa, son ton exagérément apaisant. Jade est sous beaucoup de pression avec les Girard et toutes leurs attentes, essaie de voir les choses de son point de vue. Et mon point de vue, j'ai demandé, ma voix se brisant, est-ce que ça n'a aucune importance? Le silence assourdissant à l'autre bout de la ligne a été ma réponse. J'ai passé la semaine suivante à essayer de digérer l'agonisante trahison, j'ai tenté de parler directement avec Jade, envoyant des SMS et laissant des messages vocaux, la suppliant si nous pouvions arranger les choses. Elle a répondu par de brefs messages désinvoltes, disant qu'elle avait besoin d'espace et qu'elle me contacterait quand elle serait prête. Ce contact n'est jamais venu. Au lieu de cela, 2 semaines avant le mariage, un SMS est arrivé qui a brisé le peu de sang-froid qu'il me restait. Après avoir parlé avec Alexandre et sa famille, nous pensons qu'il est préférable que tu n'assistes pas au mariage, la tension entre nous est trop forte en ce moment, et nous avons besoin que ce jour soit parfait, j'espère que tu comprends, je t'aime. J'ai fixé mon téléphone avec incrédulité, non seulement rétrogradé de demoiselle d'honneur, mais maintenant complètement désinvité, et livré par message texte. Mon cœur a eu l'impression d'être arraché de ma poitrine, j'ai appelé mes parents immédiatement, sanglotant hystériquement en leur lisant le message. Il doit y avoir un malentendu, a dit maman, bien que sa voix manquât de conviction, laisse-moi lui parler. Papa est aussi venu au téléphone, ce n'est pas juste, Léonie, nous lui parlerons ensemble. Mais leur intervention, si elle a eu lieu, n'a rien changé. Le lendemain, maman m'a rappelé avec un ton soigneusement mesuré, presque robotique, Léonie, nous avons parlé avec Jade, elle est très ferme sur cette décision. Elle dit que les choses entre vous deux sont difficiles depuis un certain temps et qu'elle ne veut aucune tension le jour de son mariage. Et vous êtes d'accord avec ça? J'ai demandé, ma voix creuse, avec elle qui exclut votre autre fille de son propre mariage. Bien sûr que nous ne sommes pas d'accord, a dit papa, ayant apparemment décroché une autre extension, sa voix tendue, mais nous sommes dans une position impossible, si nous insistons trop, elle pourrait, eh bien, elle a suggéré qu'elle pourrait s'enfuir si les choses deviennent trop compliquées. Les Girard ont tellement investi dans cet événement. Le sous-texte était limpide, les immenses implications sociales et financières d'un mariage annulé l'emportaient sur la profonde injustice de mon exclusion. Une fois de plus, maintenir la paix fragile avec Jade a pris le pas sur tout le reste. Ce soir-là, mes amies Marine et Chloé sont venues avec du vin et des plats à emporter. Après que je leur ai raconté ce qui s'était passé, elles m'ont trouvé entouré de mouchoirs humides, mes yeux gonflés de pleurs sans fin. C'est au-delà de l'inacceptable, a dit férocement Marine, versant de grands verres de vin rouge pour chacune de nous. Ta sœur a atteint un nouveau niveau d'égocentrisme, et tes parents l'encouragent, a ajouté Chloé, une thérapeute familiale qui fournissait souvent des aperçus pertinents sur les dynamiques de ma famille. Ils sont terrifiés des réactions de Jade, alors ils s'adaptent à ses demandes déraisonnables plutôt que de fixer des limites saines. Je ne comprends juste pas comment on en est arrivé là, j'ai murmuré, piochant dans le pad thai qu'elles avaient apporté. J'ai toujours été là pour elle, toujours. C'est pourquoi elle pense qu'elle peut te traiter comme ça, a expliqué doucement Chloé. Tu lui as constamment montré que tu accepterais les miettes d'affection qu'elle offre, quelle que soit sa conduite. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai demandé, regardant désespérément d'un visage amical à l'autre. Marine a pris une longue gorgée de son vin, puis l'a posé avec décision. Tu lui montres que tu te valorises plus que son approbation, ne reste pas à la maison à pleurer pendant son mariage, fais quelque chose d'incroyable pour toi-même à la place. Cette nuit-là, après le départ de mes amis, je me suis assise sur mon canapé, fixant mon calendrier numérique. Le mariage était prévu pour le 15 mai, dans seulement 12 jours, j'avais déjà demandé des congés pour le mariage et les activités connexes. La pensée de rester seul dans mon appartement pendant que ma famille célébrait sans moi était insupportable, un poids écrasant sur ma poitrine. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des offres de voyage de dernière minute. Si je n'étais pas bienvenu à leur célébration, j'irais quelque part où je pourrais me concentrer sur ma guérison, au lieu de celle des autres, pour une fois. Au matin, j'avais réservé un voyage de 10 jours dans un écologe isolé dans la forêt tropicale du Costa Rica, partant 3 jours avant le mariage et revenant une semaine après. Les billets coûtaient plus cher que ce que je dépenserais normalement, mais j'ai utilisé l'argent que j'économisais pour le cadeau de mariage de Jade, cela semblait tristement approprié. Quand j'ai informé mes parents de mes plans, leur réaction a été, comme prévu, égocentrique. Tu quittes le pays, a demandé maman, semblant sincèrement surprise, même légèrement offensée, mais si Jade change d'avis? Si elle a besoin de toi. Elle a très clairement indiqué qu'elle n'avait pas besoin ou ne me voulait pas là, j'ai répondu, ma voix stable, bien que mon cœur me fasse mal, et pour une fois,
je vais respecter ses souhaits complètement et me retirer de la situation. On dirait que tu l'as puni, a dit papa, les sourcils froncés. Non, je l'ai corrigé, ma détermination s'endurcissant, c'est moi qui fais enfin ce qui est le mieux pour moi au lieu d'attendre des miettes d'inclusion d'une sœur qui a clairement exprimé ses sentiments. En faisant mes valises pour le voyage, j'ai ressenti un étrange mélange doux-amer de chagrin et de profonde libération, les dynamiques familiales dysfonctionnelles qui avaient défini une si grande partie de ma vie étaient incroyablement douloureuses, mais la perspective de m'en éloigner, même temporairement, offrait une lueur d'espoir alléchante, peut-être que la distance fournirait la perspective dont j'avais besoin pour construire des relations plus saines avec ma famille à l'avenir, ou peut-être que cela confirmerait ce que j'avais commencé à soupçonner, que les aimer ne signifiait pas nécessairement accepter les mauvais traitements. Au moment où j'ai descendu de l'avion à San José, l'air humide et terreux de la forêt tropicale m'a enveloppé comme une chaude étreinte. Après plus de 20 heures de voyage, j'étais complètement épuisé, mais farouchement déterminé à m'immerger pleinement dans cette évasion. J'avais choisi un petit écologe isolé niché au cœur de la forêt de nuages de Monteverde, désirant une vraie tranquillité et une beauté naturelle plutôt que des centres touristiques bondés. Le lodge était tout ce que le site web avait promis, une collection de bungalows individuels construits en bois issus de sources durables, perchés parmi des arbres imposants, des colibris voltigeant entre des orchidées vibrantes, ma chambre disposait d'une salle de bain à ciel ouvert où je pouvais me doucher sous les étoiles, un lit à baldaquin drapé d'une moustiquaire et un petit balcon privé donnant sur un ravin embrumé grouillant de flore et de faune exotique. Le premier matin, je me suis réveillé aux appels d'oiseaux inconnus et aux chants rythmiques lointains d'innombrables insectes. Pendant plusieurs minutes, je suis resté immobile, écoutant ces nouveaux sons sauvages, regardant la lumière du soleil filtrer à travers la canopée dense, puis, par habitude, j'ai cherché mon téléphone. Pour m'arrêter la main suspendue au-dessus, j'avais donné à mes parents les coordonnées du lodge en cas d'urgence réelle, mais j'avais décidé avant de partir que j'éteindrais mon téléphone pendant toute la durée de mon séjour, pas de mise à jour sur les réseaux sociaux à propos du mariage, pas de messages potentiels de membres de la famille remettant en question ma décision de partir, pas de mail de travail pour me ramener à mes responsabilités habituelles. D'un mouvement décisif, j'ai éteint le téléphone et l'ai placé au fond du coffre-fort de la chambre. Cette petite action a semblé monumentale, comme si je coupais un cordon qui m'avait toujours attaché aux attentes des autres. Au petit déjeuner, dans le restaurant en plein air du lodge, je me suis assis seul avec mon café fort costaricain et une assiette de fruits tropicaux frais, regardant les autres voyageurs et essayant d'imaginer leurs histoires. À la table à côté de la mienne, deux femmes, à peu près de mon âge, conversaient profondément, éclatant parfois de rire avec cette intimité confortable de vieilles amies. « Première fois au Costa Rica ?» a demandé l'une d'elles, remarquant ma tranquille observation. « Est-ce si évident ?» j'ai souri. « Tu as ce merveilleux regard ébahi ?» a-t-elle dit chaleureusement. « Je suis Céline, et voici mon partenaire de voyage, Lucas. » Léonie, je me suis présenté, et oui, première fois, j'ai en quelque sorte réservé ce voyage sur un coup de tête. « Ce sont souvent les meilleurs, » a dit Lucas, levant sa tasse de café dans un simulacre de toast. Les décisions spontanées mènent souvent aux meilleures aventures. Nous avons bavardé pendant le petit déjeuner, et je me suis retrouvé à accepter leur invitation à les rejoindre pour une excursion d'une journée dans un jardin de papillons voisin et une visite de la canopée. Céline était une biologiste marine de Marseille, et Lucas enseignait l'histoire au lycée à Paris. Elles étaient amies depuis l'université et s'arrangeaient pour voyager ensemble une fois par an. Nous avons fait un pacte après l'obtention du diplôme, a expliqué Céline alors que notre chauffeur naviguait sur les routes sinueuses de montagne. Quoi qu'il arrive dans nos vies, nous donnons la priorité à ce temps ensemble. Alors que nous explorions le jardin de papillons vibrants et survolions la forêt de nuages en tyrolienne, je me suis retrouvé à partager plus de mon histoire que prévu. Il y avait quelque chose d'incroyablement libérateur à me confier à des inconnus qui n'avaient aucun lien avec ma vie à la maison. « Ta sœur t'a désinvité de son propre mariage ?» a demandé Lucas, visiblement choqué, les yeux écarquillés. « C'est un comportement de brizilla et de niveau supérieur. »« Et tes parents ont juste accepté ?» a ajouté Céline, les sourcils froncés. « Ils le font toujours ?» j'ai dit, surprise par le manque curieux d'émotion dans ma voix en déclarant ce fait froid et dur. D'habitude, discuter des dynamiques de ma famille me laissait soit en larmes, soit bouillant de colère refoulée. Aujourd'hui, entouré par la tranquillité émeraude de cette forêt ancienne, à des milliers de kilomètres de chez moi, je ressentais un détachement curieux, presque académique, comme si je décrivais des personnages dans un livre plutôt que de raconter ma propre vie agonisante. « Et well, je pense que tu as pris la meilleure décision en venant ici à la place, » a dit fermement Lucas. « Parfois, la chose la plus saine que tu puisses faire est de te retirer des situations toxiques. » La journée avec Céline et Lucas a donné le ton de mon séjour au Costa Rica. J'ai commencé à embrasser véritablement la profonde liberté d'être complètement seul dans un endroit où personne ne me connaissait,
où personne n'avait d'attente préconçue à mon égard, je me suis inscrite à un cours de yoga au lever du soleil au lodge, quelque chose qui m'avait toujours intrigué mais pour lequel je n'avais jamais pris le temps à la maison. L'instructeur, un expatrié français nommé Raphaël qui vivait au Costa Rica depuis 20 ans, mettait l'accent sur la présence et la pleine conscience. Votre corps est ici dans ce bel endroit, a-t-il dit à la petite classe alors que nous bougions à travers les pauses sur des tapis face au soleil levant, mais votre esprit est-il ici aussi, ou est-il toujours emmêlé dans les problèmes que vous êtes venu ici pour fuir? La question m'a frappé avec une force inattendue, un choc de reconnaissance douloureuse. Mon corps était bien au Costa Rica, mais mes pensées revenaient obstinément à Paris, au mariage qui aurait lieu dans 2 jours, à la douleur cuisante et au rejet que je ressentais. Chaque fois que je me surprenais à ruminer sur ces pensées corrosives, je ramenais doucement, patiemment, mon attention au moment présent, à la sensation de ma respiration, à la lumière matinale peignant les pics embrumés d'or, à la symphonie de la jungle s'éveillant autour de moi. Après le cours, Raphaël m'a approché. Première fois que tu pratiques le yoga, a-t-il demandé. Est-ce si évident, j'ai demandé, faisant écho à ma réponse à Céline quelques jours plus tôt. Tu as une bonne conscience naturelle, a-t-il dit, ses yeux gentils mais perspicaces, mais je pouvais te voir lutter avec quelque chose, ton corps se détendait dans une pause, puis la tension revenait soudainement, surtout autour de tes épaules et de ta mâchoire. J'essaie de laisser des bagages derrière moi, j'ai admis, un sourire ironique effleurant mes lèvres, c'est plus difficile que prévu. Les bagages les plus lourds que nous portons sont souvent invisibles, a-t-il dit doucement, si tu es intéressé, je dirige une session de méditation tous les soirs au coucher du soleil, ça pourrait t'aider avec ce que tu traverses. Ce soir-là, j'ai rejoint Raphaël et un petit groupe d'autres invités sur une plateforme en bois surplombant la vallée, alors que le soleil commençait sa descente, peignant le ciel de teintes ardentes d'orange et de violet, il nous a guidés à travers une méditation axée sur le pardon et la libération. Le pardon ne signifie pas cautionner les actions nuisibles, a expliqué sa voix calme et résonnante, cela signifie se libérer du fardeau du ressentiment. Lorsque nous nous accrochons à la colère, la personne que nous blessons le plus, c'est nous-mêmes. J'ai pensé à ma colère brûlante envers Jade, envers mes parents, même envers Alexandre et sa famille. La colère semblait justifiée, et une partie de moi s'y accrochait comme à un bouclier protecteur, mais alors que j'étais assise, les yeux fermés, écoutant le doux bruissement des feuilles et le chant lointain des grenouilles, j'ai commencé à voir à quel point ce bouclier était devenu incroyablement lourd. J'ai commencé à tenir un journal pendant mon voyage, écrivant chaque matin sur mon balcon privé, j'ai écrit sur des souvenirs d'enfance, sur des schémas dysfonctionnels que je commençais enfin à reconnaître dans mes relations, sur la personne que je voulais vraiment devenir. Certains matins, les mots coulaient facilement, un torrent cathartique. D'autres fois, je restais assise à fixer la page blanche, submergée par des émotions que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Le jour du mariage de Jade, j'ai délibérément planifié un programme complet d'activités immersives. J'ai commencé par le yoga, suivi d'un cours de cuisine où j'ai appris à faire des plats traditionnels costaricains comme le gallo pinto et les casados. L'après-midi, j'ai engagé un guide local nommé Matteo pour me emmener dans des zones moins touristiques de la forêt de nuages. Matteo avait la soixantaine, avec un visage buriné et une manière douce et profonde, alors qu'il me conduisait à travers de petits villages et devant des plantations de café. Il partageait des histoires sur la culture costaricaine et sa propre famille. Dans notre culture, la familia, c'est tout, a-t-il expliqué, mais pas toujours de la manière dont les Occidentaux pensent. Ici, nous croyons aux liens forts, mais aussi à l'équilibrio spirituel. L'équilibre, si une personne prend trop, l'harmonie est perturbée. Que se passe-t-il quand il n'y a pas d'harmonie? J'ai demandé, captivé. Alors nous accomplissons des rituels pour rétablir l'équilibre, a-t-il dit simplement. Parfois cela signifie donner plus à ceux qui ont reçu laisse, parfois cela signifie établir de nouvelles limites. Ce soir-là, j'ai à nouveau assisté à la session de méditation de Raphaël, alors que nous nous concentrions sur le lâcher-prise. Je me suis retrouvé inattendument submergé par l'émotion, des larmes ont coulé sur mon visage alors que je libérais non seulement la douleur cuisante récente de l'exclusion du mariage de Jade, mais des années de douleur accumulées à être toujours la responsable, la fiable, celle dont les sentiments passaient toujours en dernier. Plus tard, seul dans mon bungalow, j'ai pris une décision profonde. Mon plan initial était de retourner à Paris une semaine après le mariage. Au lieu de cela, j'ai appelé la réception et prolongé mon séjour de 3 jours, la pensée de retourner immédiatement aux conséquences inévitables du mariage, au potentiel drame familial et aux questions indiscrètes, me semblait complètement écrasante. J'avais besoin de plus de temps dans cet endroit sacré qui commençait déjà à guérir quelque chose de cassé depuis longtemps en moi. Le lendemain matin, j'ai rejoint Céline et Lucas pour le petit déjeuner à nouveau. Elles partaient le lendemain, et nous voulions nous dire correctement au revoir. Alors,
le mariage a eu lieu hier, a demandé soigneusement Céline, ses yeux cherchant les miens. Étonnamment, ça va, j'ai répondu, réalisant en le disant que c'était vraiment, profondément vrai, j'ai passé la journée complètement présente ici, sans me demander ce qui se passait à la maison. C'est un progrès, a souri Lucas, ses yeux pétillants. As-tu toujours ton téléphone éteint? Complètement éteint et rangé, j'ai confirmé, je le rallumerai quand je serai prête à affronter ce qui m'attend. Souviens-toi, a dit Céline, me serrant la main par-dessus la table, quel que soit le drame qui se passe là-bas, ça ne diminue pas ta valeur, la façon dont ta famille te traite n'est pas un reflet de qui tu es. Alors que nous nous embrassions pour nous dire au revoir plus tard, j'ai ressenti une immense gratitude pour ces amis temporaires qui m'avaient montré plus de compréhension et de validation en quelques jours que ma famille en des années. Leur affirmation inébranlable de mes sentiments et de mes choix a renforcé ma résolution naissante de maintenir les limites que je commençais tout juste à établir. Mes derniers jours au Costa Rica se sont écoulés dans un mélange d'exploration sereine et de profonde réflexion. J'ai visité d'anciens sites précolombiens, fait de la randonnée jusqu'à une cascade cachée rugissante et passé des soirées tranquilles à lire des livres que j'avais téléchargés avant d'éteindre mon téléphone. Chaque jour qui passait, je me sentais plus légère, plus centrée, plus confiante dans ma décision de donner la priorité à mon propre bien-être. Le dernier soir, je me suis assise avec Raphaël après la session de méditation, regardant l'obscurité s'installer sur la vallée et de minuscules lumières provenant de villages lointains apparaître comme des étoiles terrestres. « Tu sembles différente de quand tu es arrivée pour la première fois », a-t-il observé doucement. « Je me sens différente », j'ai reconnu, un sourire paisible sur mon visage, plus paisible, plus certaine. « Le travail que tu as fait ici ne s'arrête pas quand tu pars », a-t-il dit, sa voix un baume calme, les défis t'attendront toujours, mais tu les affronteras avec une nouvelle conscience, une nouvelle force. Je n'ai pas hâte de rallumer mon téléphone, j'ai admis, une vague d'anxiété me traversant, je sais qu'il y aura des messages, probablement en colère. Souviens-toi que tu peux répondre aux autres avec compassion tout en maintenant tes limites, a-t-il conseillé, le chemin de la moindre résistance n'est pas toujours le chemin de la croissance. En faisant mes bagages ce soir-là, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions, un pincement de tristesse en quittant ce bel endroit qui était devenu un sanctuaire, une poussée d'anxiété face à ce qui m'attendait à la maison, mais sous tous ces sentiments, il y avait une force nouvelle et une clarté cristalline, quoi qu'il se soit passé pendant le mariage, quel que soit le drame familial qui allait se dérouler, j'y ferais face en tant que personne différente de celle qui avait fui Paris 2 semaines plus tôt. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est à quel point les choses s'étaient effondrées de manière spectaculaire en mon absence, ni à quel point ma famille avait désespérément essayé de me joindre, pendant que je trouvais une paix profonde dans une forêt émeraude lointaine. Une scène très différente se déroulait à Paris. J'apprendrai les détails bouleversants plus tard, rassemblés à partir de multiples perspectives effrénées, mais le mariage qui avait été planifié avec une telle précision. Une dépense si ahurissante, implosait de manière spectaculaire. 2 jours avant la cérémonie, Jade et Alexandre avaient eu une dispute catastrophique lors du dîner de répétition, ce qui a commencé comme un désaccord apparemment anodin sur le plan de table a rapidement dégénéré lorsque le témoin d'Alexandre, Romain, a fait une blague ivre mal placée sur les frôlements d'Alexandre avec la ruine financière avant de faire fortune dans la crypto. Jade, à qui on avait dit que Alexandre avait amassé sa richesse grâce à des investissements brillants et légitimes, a exigé une explication immédiate. Ce n'est rien, Jade, a insisté Alexandre bruyamment devant leur famille réunie. Romain a un sens de l'humour inapproprié. Mais le mal était fait, cette nuit-là, dans leur suite d'hôtels somptueuses, Jade a insisté pour avoir des réponses. Selon ce qu'elle a raconté plus tard en larmes à notre mère, Alexandre a d'abord rejeté ses inquiétudes, puis est devenu violemment défensif lorsqu'elle n'a pas lâché prise. « Pourquoi es-tu si peu sûr de toi ?» lui aurait-il demandé, sa voix dangereusement basse. « C'est exactement pourquoi je ne t'ai pas tout dit, tu réagis de manière excessive à tout. » La dispute aurait pu s'apaiser si le téléphone d'Alexandre n'avait pas sonné avec un message texte critique juste à ce moment-là, quand il a désespérément bondi pour empêcher Jade de le voir. Ses soupçons se sont transformés en certitude éclatante, elle a arraché le téléphone, le message provenait de quelqu'un appelé Monsieur Durand, faisant référence à des appels de marge urgents et à la chute de la valeur du fonds Obsidian. « Qui est Monsieur Durand ?» a demandé Jade, sa voix tremblante, « et quel fonds Obsidian ?» La vérité est sortie par fragments et dévastateurs. Alexandre Girard avait des problèmes financiers importants et terrifiants, qu'il avait méticuleusement caché à Jade. Sa firme d'investissement crypto en plein essor était un château de cartes construit sur des actifs spéculatifs hautement endettés, perdant des clients et faisant face à de multiples poursuites judiciaires. Le mode de vie somptueux qu'il projetait, les grands gestes, le mariage colossal, étaient de plus en plus financés par une monstrueuse toile de dettes et de stratagèmes douteux. Monsieur Durand n'était pas un amant, comme Jade l'a d'abord craint, mais son créancier le plus agressif,
qu'il avait aidé à cacher l'étendue réelle de ses problèmes, même à la propre famille d'Alexandre. « Tu m'as menti sur tout », a crié Jade, selon le récit qu'elle a fait plus tard à nos parents, ton entreprise, tes finances, ton passé. « Je n'ai pas menti », a insisté Alexandre, son visage un masque de déni furieux, je n'ai juste pas partagé tous les détails, et rien de tout cela ne serait un problème si tu n'étais pas si préoccupé par le statut et les apparences. Moi préoccupé par les apparences, a rétorqué Jade, sa voix teintée de pur venin, c'est toi qui as insisté pour un mariage que nous ne pouvons apparemment pas nous permettre, juste pour impressionner ta famille et tes associés. La dispute a fait rage jusqu'aux premières heures du matin, leurs cris résonnant dans la suite luxueuse, à l'aube, Jade avait fait une seule valise et s'était enfuie à la maison de nos parents en région parisienne, laissant Alexandre seul dans la suite d'hôtels opulentes qu'ils étaient censés partager jusqu'au mariage. Quand la nouvelle de la dispute a atteint les parents d'Alexandre, les Girard sont immédiatement passés en mode gestion de crise. Diane Girard, la mère d'Alexandre, est arrivée à la maison de nos parents en milieu de matinée, insistant pour parler à Jade seule. Ce qui s'est passé pendant cette conversation n'a fait qu'empirer les choses astronomiquement. Elle n'est pas venue nous réconcilier, a sangloté Jade à notre mère après, le visage enfoui dans ses mains, elle est venue me convaincre de maintenir le mariage, indépendamment de ce que je ressens ou de ce que Alexandre a fait, elle a dit que chaque mariage a ses défis, Jade, et que les questions financières peuvent être résolues, pense au scandale. Jade a levé les yeux écarquillés de douleur, elle se soucie plus d'éviter l'embarras que de savoir si son fils m'a menti sur tout. Nos parents, à leur décharge, ont soutenu l'hésitation soudaine et brute de Jade, papa, qui avait initialement été si impressionné par le succès apparent d'Alexandre, était particulièrement outragé par la tromperie financière. S'il a menti sur quelque chose d'aussi fondamental avant le mariage, aurait-il fulminé, faisant les 100 pas dans le salon, que cacherait-il après? Quel genre de fondation est-ce? Le soir, la situation était devenue encore plus volatile, Alexandre est arrivé à la maison de nos parents, exigeant de parler à Jade, quand elle a refusé, barricadé dans son ancienne chambre, il est devenu belliqueux, l'accusant de réagir de manière excessive et de tout ruiner. Il a menacé de facturer à notre famille les coûts astronomiques du mariage si elle osait créer un scandale en annulant. Papa, protecteur de Jade malgré tout, est intervenu. Alexandre, tu dois partir maintenant. Quand Alexandre a refusé, le visage rouge de rage, papa a menacé d'appeler la police, sa voix basse et dangereuse. Personne ne parle à ma fille comme ça chez moi. La confrontation s'est terminée avec Alexandre s'en allant en trombe, faisant crisser les pneus de sa voiture de luxe, mais les dégâts étaient irrévocablement faits, Jade a passé la nuit à pleurer, alternant entre une rage justifiée face à la trahison d'Alexandre et un chagrin déchirant face à l'effondrement catastrophique de ses rêves. Le matin avant ce qui aurait dû être son jour de mariage, Jade a pris sa décision agonisante, elle n'épouserait pas Alexandre Girard, les mains tremblantes, elle a appelé la wedding planner et lui a demandé de notifier aux invités que la cérémonie était annulée. La planner, qui avait été témoin d'innombrables drames de jours de mariage, a essayé de suggérer un report plutôt qu'une annulation pure et simple. Beaucoup de couples ont le trac avant le mariage, chérie, a-t-elle conseillé gentiment, donne-toi du temps pour réfléchir. Ce n'est pas le trac, a insisté Jade, sa voix creuse, le mariage est annulé, définitivement. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les cercles sociaux de Paris, les invités qui étaient déjà arrivés de l'extérieur de la ville étaient confus, bavardant et annulant leur chambre d'hôtel, les réseaux sociaux bourdonnaient de spéculations et de rumeurs folles, la mère d'Alexandre aurait raconté à quiconque voulait bien l'écouter que le mariage était simplement reporté en raison de l'état émotionnel de Jade, impliquant que la faute incombait entièrement à elle. Plutôt qu'à la profonde tromperie de son fils. Chez ses parents, Jade est restée dans son ancienne chambre, n'en sortant que brièvement pour picorer la nourriture que maman lui apportait, la robe de mariée de créateur coûteuse pendait inutilisée dans le placard de la chambre d'amis, un rappel douloureux et moqueur de rêves brisés. J'aurais dû écouter Léonie, répétait-elle comme un mantra désespéré, la voix étranglée par les larmes, elle a essayé de me prévenir, et je l'ai repoussée parce que je ne voulais pas l'entendre. Nous nous sommes tous laissés prendre par l'excitation, a admis papa, s'asseyant lourdement au bord de son lit, le visage marqué, le nom Girard, les relations, nous aurions dû prêter plus d'attention aux signaux d'alarme. Alors que le soir tombait sur ce qui aurait dû être la nuit de noces de Jade, nos parents étaient assis dans leur salon, émotionnellement épuisés et complètement vidés par les événements traumatiques de la journée. Penses-tu que Léonie évite délibérément nos appels, s'est demandé maman à voix haute, sa voix remplie d'une nouvelle culpabilité brute, après la façon dont les choses ont été laissées, je ne lui en voudrais pas. Non, a dit papa après un moment de profonde réflexion, elle a dit qu'elle allait éteindre complètement son téléphone pendant le voyage, il est probablement toujours éteint, et si le personnel du lodge ne lui a pas donné nos messages, elle n'a aucun moyen de savoir ce qui s'est passé.
Quand elle le découvrira, a dit doucement maman, des larmes coulant sur son visage, j'espère qu'elle pourra nous pardonner, nous aurions dû la défendre quand Jade l'a désinvitée, nous l'avons laissé tomber, nous avons laissé tomber nos 2 filles, de différentes manières. Laure, a reconnu papa, sa voix lourde de regret, avec Jade, nous n'avons jamais fixé de limites ni d'attentes appropriées, avec Léonie, nous avons pris sa force et sa fiabilité pour acquises. Cette reconnaissance déchirante, bien que tragiquement tardive, a marqué le début douloureux d'un changement profond dans la compréhension de nos parents de leur rôle crucial dans les schémas dysfonctionnels de notre famille, alors qu'ils poursuivaient leur tentative de plus en plus désespérée de me joindre au Costa Rica, ils ont également commencé le difficile processus d'examen de leurs propres actions et choix. Pendant ce temps, je restais béatement inconsciente, profitant de mes derniers jours au paradis, dormant paisiblement dans mon bungalow à ciel ouvert, tandis que ma famille essayait frénétiquement de me joindre à travers le monde. Le dernier matin au Costa Rica, je me suis assise sur mon balcon privé, regardant le lever du soleil peindre la forêt de nuages une dernière fois magnifiquement. Les 2 dernières semaines m'avaient transformé de manière que je commençais à peine à découvrir, je me sentais centré, calme et merveilleusement clair sur les limites que je devais établir à l'avenir. Le moment était venu de renouer avec le monde que j'avais délibérément laissé derrière moi, avec une profonde respiration. Fortifiante, j'ai récupéré mon téléphone du coffre-fort de la chambre et l'ai timidement allumé. L'appareil a vibré continuellement pendant près d'1 minute alors que les notifications affluaient, 17 appels manqués de mes parents, 23 messages. Edgis texte, messages vocaux, emails, même des notifications de comptes de réseaux sociaux que je consultais rarement. Quelque chose de monumental s'était produit, mon premier instinct a été la pure panique. Quelqu'un était-il mort? Y avait-il une urgence familiale pour laquelle j'avais été complètement indisponible? J'ai rapidement parcouru les messages textes, et une confusion totale a remplacé ma peur initiale. Maman, Léonie, s'il te plaît, appelle dès que tu vois ça, c'est urgent. Papa, le mariage est annulé, Jade a besoin de toi, appelle à la maison immédiatement. Marine, sainte explosion de drame. Appelle-moi quand tu es de retour en ligne, le mariage de ta sœur a implosé et tout le monde te cherche. Je me suis assise lourdement sur le bord du lit, essayant de traiter cette information incompréhensible. Le mariage était annulé, après toute la planification méticuleuse, la dépense astronomique, la tension familiale agonisante, cela n'avait pas lieu, et maintenant ils avaient besoin de moi. Une partie de moi, une petite partie vindicative dont je n'étais pas fier, voulait ignorer les messages, ils m'avaient exclu, blessé, rejeté mes inquiétudes. Pourquoi devrais-je me précipiter pour ramasser les morceaux maintenant que j'avais eu raison, de manière agonisante et douloureuse? Mais le travail profond que j'avais fait au Costa Rica m'a aidé à reconnaître instantanément cette réaction pour ce qu'elle était, une réponse purement défensive à une douleur profonde et persistante. Prenant quelques respirations centrées, j'ai considéré mes options plus attentivement. Je ne voulais pas être immédiatement ramené dans le vortex tourbillonnant du drame familial avant même d'avoir quitté l'environnement paisible et guérisseur de l'écologe. En même temps, je ne pouvais pas prétendre n'avoir pas vu les messages. Maintenant que mon téléphone était allumé, j'ai décidé d'une réponse mesurée et affirmée. J'ai envoyé un SMS à mes parents, je viens d'allumer mon téléphone et j'ai vu vos messages. Je suis en sécurité et en bonne santé au Costa Rica, mon vol part ce soir, j'appellerai en arrivant à la maison demain, quoi qu'il soit arrivé, je suis sûr que ça peut attendre un jour de plus. Puis j'ai à nouveau mis mon téléphone en silence et l'ai fermement replacé dans mon sac. J'avais un jour précieux de plus dans ce sanctuaire, et j'avais l'intention d'y être pleinement, complètement présente. Plus tard ce matin-là, j'ai croisé Céline près de la piscine. Elle et Lucas avaient prolongé leur séjour et partaient par un heureux hasard le même jour que moi. « Tu as rallumé ton téléphone, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé, notant mon expression légèrement distraite. Brièvement, j'ai admis, un sourire ironique effleurant mes lèvres. Apparemment, le mariage de ma sœur n'a pas eu lieu, et maintenant tout le monde essaie frénétiquement de me joindre. Ironique, a observé Céline, après qu'il t'ait désinvité. Très, j'ai acquiescé. Qu'est-ce que tu vas faire? Je leur ai dit que j'appellerais en rentrant. J'ai dit, ma voix résolue, je ne me précipite pas au milieu de n'importe quel drame en cours avant d'être prête. Bravo, a dit Céline avec approbation, fixer des limites ne signifie pas que tu ne te soucies pas, cela signifie que tu te soucies aussi de toi-même. Le long voyage de retour m'a donné amplement le temps de réfléchir. Qu'est-ce qui aurait pu se passer pour faire dérailler le mariage à la toute dernière minute? Était-ce l'œuvre d'Alexandre ou de Jade? Et pourquoi avais-je soudainement si désespérément besoin après m'avoir explicitement dit que ma présence n'était pas souhaitée? Au moment où mon avion a atterri à Paris, j'avais décidé de mon approche, j'écouterais ce qui s'était passé, mais je ne me précipiterais pas, en aucun cas, pour jouer le rôle de la médiatrice familiale, quelle que soit la crise qui s'était produite.
Je devais maintenir les limites cruciales que j'avais établies pour moi-même dans le cœur calme et émeraude du Costa Rica. Après avoir passé la douane et récupéré mes bagages, j'ai trouvé un coin tranquille de l'aéroport et j'ai appelé mes parents. Maman a répondu à la première sonnerie, sa voix brute de soulagement et d'anxiété. « Léonie, es-tu à la maison ? Nous avons été si inquiets. » « Je viens d'atterrir, » j'ai dit, ma voix fatiguée mais ferme. « Qu'est-ce qui s'est passé avec le mariage ?» L'histoire est sortie d'un trait, papa se joignant sur une autre extension, ajoutant les détails douloureux, la tromperie financière catastrophique d'Alexandre, la dispute violente et explosive, la décision agonisante de Jade d'annuler, les retombées sociales brutales. Tout au long de l'explication bouleversante, ils ont répété à quel point Jade m'avait désespérément demandé. « Elle a besoin de toi, Léonie, » a conclu maman, la voix brisée. « Elle n'arrête pas de dire que tu avais raison sur lui depuis le début. » Je suis désolé qu'elle souffre, j'ai dit soigneusement, ma voix mesurée, mais j'ai besoin de rentrer à la maison et de me reposer après avoir voyagé pendant 24 heures, je passerai demain voir tout le monde. Mais Léonie, a commencé papa à protester, une lueur de l'ancienne attente dans sa voix. Demain, j'ai répété fermement, ma résolution inébranlable, j'ai besoin de temps pour traiter tout ce que vous m'avez dit. L'ancienne Léonie serait allée directement chez mes parents malgré l'épuisement total, l'ancienne Léonie aurait mis les besoins des autres avant les siens sans question, mais je n'étais plus cette personne. J'ai pris un taxi jusqu'à mon appartement, pris une douche et dormi pendant 12 heures d'affilée. Le lendemain matin, je me suis réveillé rafraîchi, centré et complètement prête à affronter ma famille avec mes nouvelles limites fermement intactes. Quand je suis arrivé à la maison de mes parents, l'atmosphère était tendue, sombre et lourde d'un chagrin inexprimé. Maman m'a serré forte à la porte, des larmes coulant silencieusement sur son visage, me remerciant à plusieurs reprises d'être venu. Papa rôdait à proximité, l'air plus vieux et plus fatigué qu'à mon départ, les épaules affaissées. « Où est Jade ?» j'ai demandé, mon regard balayant la maison silencieuse. « Toujours au lit », a répondu maman, sa voix douce d'inquiétude. Elle a à peine quitté sa chambre depuis que tout est arrivé. « Je vais monter la voir », j'ai dit, ma voix calme, « mais d'abord, j'ai besoin de vous parler à tous les deux. » Nous nous sommes assis dans le salon, la même pièce où d'innombrables discussions familiales, disputes et ententes silencieuses avaient eu lieu au fil des années. Cette fois cependant, j'étais farouchement déterminé à ce que ma voix soit entendue, véritablement, sans équivoque. Avant de nous concentrer complètement sur Jade, j'ai commencé, mon regard rencontrant le leur tour à tour. « Je dois aborder ce qui s'est passé avant mon départ. Vous l'avez tous les deux laissé m'exclure de son mariage sans réelles conséquences, vous avez donné la priorité à ses sentiments, à sa position sociale et à votre propre confort, au détriment de la profonde douleur qu'elle m'a causée. Léonie, nous savons que nous avons mal géré ça, » a dit papa, l'air sincèrement remords, la tête légèrement inclinée. « Oui, vous auriez dû, » j'ai acquiescé, ma voix douce mais ferme, « et j'ai besoin que vous compreniez quelque chose clairement, je vous aime, et je suis ici maintenant parce que je tiens profondément à cette famille, mais les choses doivent changer, je ne serai plus tenue pour acquise. Je ne serai plus celle qui est censée mettre éternellement ses propres sentiments de côté chaque fois que Jade crée une crise. » Les yeux de maman se sont remplis de larmes fraîches. « Nous n'avons jamais voulu te faire sentir insignifiante, chérie, tu le sais. Je sais que vous ne vouliez pas, » j'ai dit plus doucement, « mais ma résolution dit de no tuave, mais l'intention et l'impact sont des choses différentes. L'impact a été que j'ai senti que ma valeur dans cette famille était moindre que celle de Jade, ça s'arrête maintenant. » Ils ont tous les deux hoché la tête lentement, semblant un peu sidérés par ma franchise. L'ancienne Léonie aurait immédiatement adouci sa position, se serait précipitée pour les rassurer que tout allait bien. La nouvelle Léonie a tenu bon. « Je vais aller voir Jade maintenant, » j'ai dit en me levant, « mais rappelez-vous, je fixe de nouvelles limites, je la soutiendrai en tant que sœur, mais je ne vais pas arranger ça pour elle. » Je suis monté à l'étage jusqu'à l'ancienne chambre de Jade, frappant doucement à la porte. « Va-t'en, maman, » a répondu la voix étouffée, étranglée par les larmes, « je t'ai dit que je n'avais pas faim. » Ce n'est pas maman, j'ai dit, ma voix calme et claire, c'est Léonie. Silence, puis un rapide bruissement de couverture, un léger bruit sourd, la porte s'est ouverte en grand pour révéler Jade en pyjama froissé, le visage bouffi de pleurs sans fin, les cheveux non lavés, les yeux rouges et gonflés. Sans un mot, elle s'est jetée dans mes bras, sanglotant contre mon épaule, un son brut et primal de douleur et de soulagement. « Tu es venu, s'est-elle étouffée entre les sanglots, s'accrochant à moi, « après tout ce que j'ai fait, tu es quand même venu. » Je l'ai ramenée dans la chambre et me suis assise à côté d'elle sur le bord du lit, maintenant une distance douce mais ferme entre nous. « Qu'est-ce qui s'est passé, Jade ?» j'ai demandé une fois que ses sanglots se sont calmés, non pas de manière accusatrice, mais désirant sincèrement comprendre. Elle m'a raconté sa version des événements,
ajoutant les détails dévastateurs que nos parents n'avaient pas connus, à quel point Alexandre était devenu subtilement manipulateur dans les semaines précédant le mariage, comment sa mère avait pratiquement usurpé toutes les décisions, à quel point elle s'était sentie profondément isolée. Je n'aurais jamais dû le laisser nous séparer, a-t-elle dit, de nouvelles larmes coulant sur ses joues, tu étais la seule qui le voyait clairement, et au lieu d'écouter, je t'ai repoussé. Pourquoi as-tu fait ça, j'ai demandé, ma voix douce, l'encourageant à creuser plus profondément. Jade a baissé les yeux sur ses mains, tordant un mouchoir en nœud, parce qu'au fond, je pense que je savais que tu avais raison, et si j'admettais ça, j'aurais dû faire face au fait que je faisais une terrible erreur, c'était plus facile de faire de toi le problème que d'admettre que c'était lui. Son honnêteté m'a surprise, l'ancienne Jade aurait offert des excuses ou dévié la responsabilité avec une aisance habituelle. Je suis tellement désolé, Léonie, a-t-elle continué, sa voix remplie d'un remords sincère, de t'avoir désinvité, de t'avoir blessé, pour tout ça, je sais que dire pardon ne suffit pas, mais je ne sais pas quoi faire d'autre. C'est un début, j'ai dit, prenant doucement sa main, mais tu as raison, ce n'est pas suffisant en soi, les choses doivent changer entre nous, Jade, je t'aime et je te soutiendrai là-dedans, mais notre relation doit être plus équilibrée. Qu'est-ce que tu veux dire, a-t-elle demandé, son regard hésitant. Je veux dire que je ne peux pas toujours être celle qui cède, qui pardonne sans conséquence, qui met ses sentiments de côté pour gérer les tiens, j'ai expliqué, ma voix stable, ce schéma doit cesser. Elle a hoché la tête lentement, ses yeux toujours rouges mais une lueur de compréhension en eux. Je comprends, je t'ai tenue pour acquise, j'ai été égoïste. Et je l'ai permis, j'ai reconnu, assumant ma part de responsabilité, nous avons tous joué nos rôles dans cette dynamique, mais maintenant nous avons une chance de créer quelque chose de plus sain. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure, plus honnêtement et ouvertement que nous ne l'avions fait depuis des années, j'ai partagé comment je m'étais senti constamment négligé au profit de ses besoins plus dramatiques, comment ces crises avaient toujours éclipsé mes propres luttes silencieuses. Elle a admis ressentir du ressentiment pour ma stabilité et mon succès, tout en dépendant simultanément, nous avons pleuré ensemble, un peu ri de souvenirs absurdes partagés, et commencé le processus hésitant et fragile de reconstruire notre relation sur une base plus égale. Plus tard, nous sommes descendus ensemble, nos parents ont semblé immensément soulagés de voir Jade hors de sa chambre, mais leurs expressions sont devenues anxieuses lorsque j'ai annoncé que j'avais quelque chose à dire à toute la famille. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à nos dynamiques familiales, j'ai commencé, ma voix calme mais autoritaire, et j'ai réalisé que nous avons tous joué des rôles qui ne sont pas sains, maman et papa, vous avez encouragé la dépendance de Jade tout en tenant ma indépendance pour acquise, Jade. Tu t'es attendu à ce que tes émotions et tes besoins aient toujours la priorité, et je me suis laissé cantonner au rôle de la fiable qui n'a jamais besoin de soutien. J'ai regardé chacun d'eux tour à tour, soutenant leur regard, je vous aime tous, mais je ne participerai plus à ces schémas, si nous voulons être une famille saine, nous devons tous changer. Qu'est-ce que tu dis exactement, Léonie, a demandé papa, sa voix basse. Je dis que je serai là pour Jade pendant cette période difficile, mais à mes conditions, je passerai régulièrement, mais pas au détriment de ma propre vie et de mes besoins, je dis que dorénavant, j'attends que mes sentiments et mes limites soient respectés autant que ceux de tout le monde. La conversation qui a suivi a été difficile, inconfortable et agonisante, et attendue depuis longtemps, il y a eu des larmes, des moments défensifs et des reconnaissances douloureuses qui ont brisé des décennies de règles tacites, mais pour la première fois, je me suis senti vraiment, profondément entendu par ma famille. Et plus important encore, je savais que, quelle que soit leur réponse, je maintiendrai mon nouveau sentiment d'estime de soi. En rentrant chez moi ce soir-là, je me suis senti à la fois émotionnellement vidé et étrangement paisible, le chemin à parcourir avec ma famille ne serait pas facile, les vieux schémas ne changent pas du jour au lendemain, mais j'avais franchi le premier pas crucial en me défendant et en nommant courageusement les dynamiques dysfonctionnelles qui avaient tant façonné nos vies, quoi qu'il arrive ensuite, je savais que j'y ferais face avec la force et la clarté que j'avais découvertes dans l'étreinte émeraude de la forêt tropicale costaricaine. 6 mois après le mariage qui n'a jamais eu lieu, notre famille s'est réunie pour le dîner de Thanksgiving dans mon appartement, c'était le premier repas de vacances que j'avais jamais organisé, un choix délibéré pour orienter les traditions familiales dans une nouvelle direction plus saine, en regardant autour de ma table de salle à manger les visages de mes parents, de Jade et de mes chères amies Marine et Chloé, que j'avais invités à se joindre à nous, je pouvais à peine croire à quel point les choses avaient changé depuis ce printemps douloureux, le chemin n'avait pas été facile ni simple, dans ces premières semaines tumultueuses après mon retour du Costa Rica, il y avait eu des revers et des difficultés alors que nous nous adaptions tous à l'évolution de notre dynamique familiale, Jade avait, comme prévu, glissé dans ses vieux schémas de besoins dramatiques, maman s'était instinctivement précipitée pour la calmer, et papa m'avait regardé pour être la voie pratique de la raison,
pour offrir des solutions, chaque fois que cela se produisait, je refusais doucement mais fermement de jouer mon rôle assigné, je t'aime, mais je ne vais pas arranger ça est devenu mon refrain tranquille et inébranlable. La véritable percée est venue quand Jade, surprenant tout le monde, a suggéré que nous essayions une thérapie familiale. À mon grand étonnement, nos parents ont réadili Hagrid, la docteure Claire Lambert, une thérapeute systémique familiale avec une approche directe et une perspicacité perçante, nous a aidés à identifier et à aborder les schémas profondément ancrés qui avaient défini nos relations pendant des décennies. Léonie et Jade, a-t-elle observé lors d'une première session, vous avez été désignés comme des archétypes opposés dans cette famille, la responsable contre l'émotionnel, celle qui réussit contre celle qui lutte, ce ne sont pas qui vous êtes réellement, ce sont des rôles qui vous ont été assignés et que vous avez acceptés. Avec les conseils experts de la docteure Lambert, nous avons commencé le travail lent et ardu de nous défaire de ces identités limitantes. Pour Jade, cela a signifié assumer courageusement la responsabilité de ses choix et développer une véritable indépendance par rapport au soutien émotionnel et financier de nos parents. Je me cachais de l'âge adulte, a-t-elle admis lors d'une session particulièrement puissante, sa voix brute d'une nouvelle perspicacité, c'était plus facile d'être la reine du drame familial que d'affronter mes propres profondes insécurités quant à être à la hauteur du succès de Léonie. Pour nos parents, le processus a impliqué une reconnaissance douloureuse, mais finalement libératrice, de la manière dont leur traitement différent de nous avait involontairement créé et renforcé des dynamiques malsaines. Nous attendions la perfection de Léonie parce qu'elle semblait capable de l'atteindre, a reconnu maman, les larmes aux yeux, et nous attendions peu de Jade parce qu'elle semblait avoir besoin de notre protection constante. Nous vous avons rendu un profond mauvais service à toutes les deux. Mon propre travail en thérapie s'est concentré sur le maintien de mes limites durement gagnées tout en restant profondément connecté à ma famille. La docteure Lambert m'a aidé à voir que la vraie force ne consistait pas à porter les fardeaux des autres, mais à savoir quand s'engager pleinement et quand prendre courageusement du recul. Ta valeur n'est pas mesurée par ce que tu peux endurer ou par le nombre de problèmes que tu peux résoudre pour les autres, m'a-t-elle rappelé doucement, elle est inhérente à qui tu es, au-delà de tout rôle que tu joues. En dehors de la thérapie familiale, Jade et moi avons commencé à nous rencontrer régulièrement pour prendre un café, reconstruisant notre relation en tant que deux adultes indépendantes, plutôt qu'en tant que les rôles dans lesquels nous avions été piégés si longtemps. Elle a trouvé un emploi dans une petite marque de mode éthique, a emménagé dans son propre appartement sans aide financière de nos parents, et a commencé à suivre des cours du soir en design durable. Je veux construire une vie dont je suis fier, m'a-t-elle dit autour de latin samedi, les yeux brillants d'un véritable objectif, pas pour maman et papa, pas pour rivaliser avec toi, mais pour moi-même. J'avais poursuivi les pratiques d'auto-soin que j'avais commanditées au Costa Rica, maintenant une pratique régulière de yoga et tenant un journal pour traiter mes pensées et mes sentiments. L'énergie émotionnelle libérée par les limites que j'avais fixées avec ma famille était maintenant canalisée vers l'approfondissement des amitiés existantes et l'exploration de nouveaux intérêts. Marine et Chloé sont restés mes soutiens les plus forts et les plus inébranlables, célébrant chaque petite victoire alors que je restais ferme dans mon nouveau respect de moi-même. Elles étaient vraiment devenues une famille élargie, se joignant à nous pour des dîners et des fêtes, y compris cette réunion de Thanksgiving. Avant de manger, a dit papa, levant son verre dans un toast, sa voix épaisse d'émotion, je veux dire quelque chose, cette dernière année a été l'une des plus difficiles et des plus importantes de la vie de notre famille. Nous avons fait face à des vérités douloureuses sur nous-mêmes et nos relations, mais assis ici aujourd'hui, je suis profondément reconnaissant pour ce difficile voyage car il nous a amenés à un endroit plus sain, plus honnête que jamais. Et Léonie, a ajouté maman, se tournant vers moi, des larmes coulant ouvertement sur son visage, merci d'avoir eu le courage de nous demander des comptes, tu méritais mieux de notre part, et je suis incroyablement fier de la femme que tu es devenue. Jade a cherché ma main sous la table et l'a serrée doucement, un geste silencieux de profonde connexion. Au nouveau départ, a-t-elle dit, sa voix douce. Au nouveau départ, nous avons tous fait écho, nos voix se mêlant en un chœur harmonieux alors que nous dégustions le délicieux repas que j'avais préparé. La conversation a coulé naturellement, passant sans heurts de sujets sérieux à des histoires légères. J'ai ressenti un profond sentiment de paix et de connexion authentique que je n'avais jamais vécu lors de réunions de famille auparavant. La tension qui avait toujours vibré sous la surface était partie, remplacée par une nouvelle authenticité réconfortante. After dinner, while everyone helped clear the table, Jade pulled me aside, a shy excited smile playing on her lips. Je voulais te dire, a-t-elle dit doucement, j'ai rencontré quelqu'un, il s'appelle Mathis, et c'est un professeur d'études environnementales à l'université où je prends des cours. C'est merveilleux, j'ai dit, sincèrement heureuse pour elle, une chaleur se répandant dans ma poitrine, raconte-moi tout sur lui. Il est gentil, a-t-elle dit simplement, ses yeux pétillants et patients. Nous allons très lentement, j'essaie de vraiment le connaître et de le laisser me connaître avant de me précipiter dans quoi que ce soit. J'adorerais le rencontrer quand tu seras prête,
j'ai proposé. J'aimerais ça, a-t-elle souri, mais je ne le présente pas à maman et papa tant que je ne suis pas absolument sûr. J'essaie de prendre des décisions basées sur ce que je veux, pas sur ce qui leur ferait plaisir ou créerait du drame. Sa conscience d'elle-même m'a profondément touché. De tous les profonds changements dans notre famille, la croissance de Jade était peut-être la plus émouvante. Plus tard ce soir-là, après le départ de tout le monde et alors que je chargeais le lave-vaisselle, j'ai réfléchi au voyage transformationnel qui m'avait amené à ce point. L'exclusion publique et douloureuse du mariage de Jade avait été le catalyseur inattendu d'un changement profond, me forçant à enfin, de manière décisive, donner la priorité à mon propre bien-être. Ce qui avait semblé être le rejet le plus profond avait finalement mené à la découverte de soi la plus libératrice. J'ai repensé à quelque chose que Raphaël, l'instructeur de yoga au Costa Rica, avait dit. Parfois, les expériences les plus douloureuses sont en fait des portes vers notre croissance la plus importante. La sagesse de ces mots résonnait profondément maintenant. L'effondrement des vieux schémas nuisibles, bien qu'agonisants, avait créé un espace sacré pour que quelque chose de nouveau, quelque chose d'infiniment plus sain, émerge. En me choisissant moi-même dans ce moment d'exclusion ultime, en montant dans un avion pour un paradis émeraude au lieu d'accepter le rôle de la sœur oubliée, j'avais déclenché une transformation puissante qui s'était répercutée sur toute ma famille. La leçon n'était pas que la famille n'avait pas d'importance ou que nous devions abandonner les relations difficiles, au contraire, c'était que la vraie connexion ne peut exister que là où il y a un respect mutuel. L'amour sans limite n'est pas vraiment de l'amour du tout, mais une forme complexe et suffocante de dépendance qui nuit finalement à toutes les personnes impliquées. Alors que je finissais de nettoyer et que je m'installais sur mon canapé avec une tasse chaude de tisane, j'ai ressenti une profonde gratitude pour le voyage des 6 derniers mois. La douleur avait été atrocement réelle, mais la guérison profonde et authentique qui a suivi l'était aussi. En restant ferme dans ma valeur et en refusant courageusement de participer à des schémas nuisibles, j'avais aidé à créer les conditions d'un changement réel et durable. La guérison familiale est possible. Mais elle exige un courage immense, une honnêteté brutale et un engagement inébranlable de la part de toutes les personnes impliquées. Avez-vous déjà dû fixer des limites difficiles avec vos proches pour créer des relations plus saines? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous, et si cette histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, aimez, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que se choisir soi-même n'est pas égoïste, mais parfois le choix le plus aimant qu'ils peuvent faire. Merci de faire partie de ce voyage avec moi, et souvenez-vous, votre valeur est inhérente, non pas gagnée par des dons sans fin.